une causalité horizontale. Mais il y a une autre causalité qui est pour moi la plus belle preuve de l'existence de Dieu, ça, parmi toutes les preuves, on a chacun ses goûts, mais une causalité verticale, c'est-à-dire que Aristote ou saint Thomas d'Aquin, quand il vous parle de Dieu cause première, c'est à chaque instant, c'est-à-dire à chaque instant, tout ce qui existe, si Dieu ne donnait pas en ce moment même à cette chose d'exister, elle disparaîtrait. Pourquoi? Parce que cette chose est contingente, donc elle n'a pas par elle-même d'existence. Elle reçoit, elle n'est pas cause d'elle-même, elle n'est pas nécessaire. Donc, elle reçoit son existence d'une cause, qui elle-même la reçoit d'une cause, et ainsi de suite. Et comme on ne peut pas remonter à l'infini et qu'il y a un être nécessaire, il y a une cause première à l'origine de tout ça. C'est la preuve qu'ont privilégié les philosophes. Malheureusement, moi c'est celle qui m'a touché beaucoup au moment de ma conversion. À chaque fois que j'en parlais aux gens, ça ne les touchait pas beaucoup. Peut-être que ça ne vous touche pas, mais c'est la preuve classique, on appelle ça la preuve par la contingence, de l'existence de Dieu, et à mon avis, vraiment une des plus fortes. Pourquoi est-ce qu'il existe quelque chose plutôt que rien? Parce qu'il y a une cause qui en permanence maintient les choses dans l'existence. Donc ça, c'est la causalité verticale. Mais nous, dans l'exposé et dans le livre, on va parler essentiellement d'une causalité horizontale. C'est une autre type de preuve qu'on appelle la preuve du calame, parce qu'elle est née au départ, si vous voulez, chez les Grecs, Aristote, Platon, ils pensaient que l'univers était éternel dans le passé. Et au VIe siècle, il y a un commentateur d'Aristote qui s'appelle Philopon, qui fait la remarque et il dit « Non, en fait, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un infini dans le passé. Un temps infini dans le passé, c'est pas possible. Parce que, si on réfléchit bien, si vous comptez à partir de maintenant 1, 2, 3, 4, 5 et que vous ne vous arrêtez jamais, vous allez vers l'infini, mais vous n'atteindrez jamais l'infini. C'est un infini qui restera toujours ce qu'on appelle un infini potentiel. Donc pas un infini en acte. Et si vous faites un miroir, si vous mettez un miroir entre le futur et le passé, vous voyez que, pour la même raison qu'en partant de maintenant, vous ne pourrez jamais atteindre l'infini, vous ne pouvez pas partir de l'infini et atteindre maintenant. C'est pas possible. C'est comme de sauter d'un puits sans fond, c'est pas possible. Comme je disais hier, si quelqu'un vient vous voir en vous disant qu'il a trouvé un nombre infini de kilomètres, vous pouvez tout à fait lui dire que c'est un menteur, que c'est pas possible. Ouais. Donc, cet infini dans le passé qui serait un infini en acte, il n'est pas possible. Et ça a été vu dès le VIe siècle par un commentateur chrétien d'Aristote. Ça a été repris par toute une série de penseurs musulmans, et puis par saint Bonaventure et d'autres, mais saint Thomas d'Aquin n'a pas retenu cette preuve. Saint Thomas d'Aquin, c'est un immense penseur, bien sûr, hein, pour moi c'est le plus grand génie que la Terre ait porté, mais il a eu deux petites faiblesses, une sur l'Immaculée Conception, où il n'a pas tout vu, il a vu une grande partie, mais pas tout. Et sur cette partie-là, dans son œuvre, il dit à plusieurs endroits que si on arrivait à trouver un début dans le passé, ça serait beaucoup plus simple pour la preuve de Dieu. Mais il dit aussi que ce n'est pas prouvable par la raison, et là-dessus, à mon avis, alors qu'il dit aussi dans certaines autres parties de son œuvre qu'un infini en acte n'est pas possible. Voilà. À cause de cette position de saint Thomas, il y a beaucoup de catholiques qui n'accrochent pas à cette preuve, mais elle est pourtant parfaitement valable. Vraiment. Bref. Ce à quoi arrive toute cette période, c'est deux choses. Il y a un début absolu au temps et à l'espace à la carte, donc il y a une cause qui a provoqué tout ça. Et deuxième chose, il y a un réglage complètement fou des données initiales de l'univers et des lois de la physique et de la biologie qui font que les structures, les quarks, les atomes, les molécules, tout ça, ça a pu advenir et être stable et puis se combiner pour créer de la complexité et arriver jusqu'à la vie complexe. C'était pas du tout gagné, on va en parler. Voilà. Et puis tout ça nous amène à une quatrième période, j'espère, enfin je crois, c'est un peu le sous-titre du livre, on dit Dieu, la science et l'épreuve, l'aube d'une révolution, parce que tous ces changements-là, qui sont massifs, les révolutions conceptuelles, ça a toujours un impact, si vous voulez. Quand Copernic a prouvé que, enfin, théorisé d'abord, et ensuite quand ça a été prouvé qu'on n'était pas au centre de l'univers, ça a eu un impact plusieurs décennies ou voire siècles après. Pour Darwin, c'est pareil, on a mis des siècles à intégrer cette idée de l'évolution. Eh bien, les deux grandes idées du début et du réglage fin qui changent complètement la donne de la science, ce n'est pas intégré encore dans le public. Les gens n'ont pas tiré les conséquences évidentes de ces deux découvertes. Donc, il y aura un avenir où, à mon avis, tout le monde croira en Dieu comme c'était dans le passé. Alors, si je veux resynthétiser un peu les choses, vous aviez ce qui faisait pencher la balance du côté de Dieu dans le passé, c'était l'émerveillement dans l'univers, les preuves philosophiques, tout ce qui concerne l'homme, l'esprit, la morale, les preuves aussi liées à la révélation et les témoignages de rencontre avec Dieu. Ça faisait beaucoup d'éléments qui donc étaient massifs. La science
science est venue, elle a donné l'impression d'être plus importante, ou en tout cas elle a pesé très lourd dans la balance, mais aujourd'hui on est dans cette situation-là où tout converge, tout va dans le même sens. Voilà. C'est ce qu'on va essayer de décrire maintenant. Alors, les 5 grandes découvertes scientifiques sur lesquelles, qui changent la donne et qui font que, vous savez, beaucoup de gens disent que la science ne peut pas prouver l'existence de Dieu, ce qui est théorique, mais en pratique, quand vous regardez comment les scientifiques fonctionnent, à l'intérieur même, et vous verrez dans notre livre, il y a des centaines de citations, à l'intérieur même de leur pratique scientifique, ce sont eux qui arrivent à être obligés de parler de Dieu ou de se poser des énormes questions. Alors les premiers qui s'en posent, c'est la révolution de la thermodynamique. Donc au départ, c'est Carnot, un jeune de 27 ans, qui fait un travail sur les machines thermiques, et il crée une discipline qu'on appelle la thermodynamique. Ses idées seront reprises, parce qu'il est mort très jeune, 5 ans après, ces idées seront reprises par Clausius, qui postule le second principe de la thermodynamique, qui dit que dans un système fermé sans apport d'énergie, les choses vont dans un ordre décroissant. Bon, c'est un petit résumé, c'est pas tout à fait exact, mais l'illustration, c'est une cheminée avec un feu. Si vous arrivez dans une maison où vous voyez un feu qui brûle avec une cheminée, vous êtes certain que si on ne fait rien, sans apport d'énergie ou d'information, ça va devenir de la cendre dans quelques heures. Donc, c'est ce qu'on appelle l'univers, ça va être pareil, parce que dans l'univers, aujourd'hui, les étoiles, au lieu de brûler des bûches, elles brûlent de l'hydrogène. Donc, vous avez dans notre Soleil, chaque seconde, il y a des millions de tonnes, 620 millions de tonnes d'hydrogène qui sont brûlées, qui sont transformées en hélium, en une fusion nucléaire, et il y a une perte de masse, donc de 5 millions de tonnes, qui sont transformées en énergie. C'est pour ça que le Soleil rayonne. Mais dans 5 milliards d'années, le Soleil aura épuisé son hydrogène, il va devenir une géante rouge pendant quelques temps, puis une naine blanche, et c'est terminé. Et toutes les étoiles de l'univers vont faire pareil, parce que le stock d'hydrogène dans l'univers, il a été fixé dans les 3 premières minutes, parce qu'il y avait les conditions d'énergie et de température pour ça, et après, il n'y a plus jamais la création d'un atome d'hydrogène. Donc, on est dans une situation, on va vers la mort thermique de l'univers pour la même raison que quand vous voyez des bûches dans un feu, vous êtes certain qu'il y aura de la cendre, et bien vous êtes certain dans notre univers qui est en expansion accélérée, qu'il va y avoir un moment où toutes les étoiles auront brûlé leur hydrogène, il n'y aura plus de vie possible, c'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Mais, alors, après Clausius qui fait ce principe, il y a un autre qui arrive qui s'appelle Boltzmann, qui met en équation la thermodynamique et qui fait 2 découvertes révolutionnaires. Il commence par dire, bah, attendez, si ce principe est vrai, et il y a toutes les raisons de penser qu'il est vrai, pour ce qu'on a mis en équation et qu'on a vérifié, alors ça veut dire qu'il y a un début à l'univers. Parce que quand vous voyez le feu qui brûle, vous êtes certain que dans quelques heures il sera de la cendre, mais vous êtes certain aussi que les bûches ne sont pas là depuis l'éternité, parce que si elles étaient là depuis l'éternité, ça serait de la cendre depuis l'éternité. Donc vous êtes certain qu'il y a peu de temps, quelqu'un est venu apporter des bûches et mettre le feu. Et bien dans l'univers c'est pareil, puisqu'il y a ce principe, le second principe de la thermodynamique, on est certain qu'à un moment, et c'est la conclusion de Boltzmann vers 1900, on est certain qu'il y a eu un début à l'univers, et en plus qu'en ce moment du début, l'entropie était minimale, c'est-à-dire que l'ordre était maximal. Ces 2 conclusions que Boltzmann fait ces 2 conclusions, et tout le monde lui tombe dessus. Vous verrez dans notre livre la liste des personnes, Poincaré, Mach, Arrhenius, tout le monde dit c'est pas possible, Lénine aussi, même se mêle de ça, il dit c'est juste pas possible, parce que si c'était vrai, ça voudrait dire qu'il y a un début à l'univers, ça c'est pas possible. Donc tout le monde lui tombe dessus, et on oublie un petit peu cette idée. Et arrive une deuxième révolution avec Einstein. Donc Einstein, en 1905, fait un article où il pose les fondements d'une théorie qui est la relativité restreinte, où il explique que le temps est relatif et que la vitesse de la lumière est un absolu. C'est un coup de génie, c'est quelque chose d'incroyable. Il y avait Poincaré qui avait un peu déchiffré les choses avant, défriché plutôt. En tout cas, Einstein fait une révolution conceptuelle et puis il en fait une deuxième en 1915 qui complète en 1916 et 1917 avec la relativité générale où il explique que la gravité, la masse, déforme l'espace et le temps. Alors, c'est complètement révolutionnaire. Et quelques années après, en 1919, Eddington observe une éclipse de soleil et il s'aperçoit qu'effectivement, les rayons des étoiles qui sont derrière le soleil sont déviés exactement comme Einstein le prévoyait dans sa théorie selon ses équations. Donc, Einstein aura le prix Nobel en 1919
1920 pour l'effet photoélectrique, c'est pas sur ça, mais déjà il y avait des confirmations de la relativité, et donc il a un prestige énorme tout de suite, et il nous explique donc la relativité, c'est quelque chose de compliqué dans les équations, c'est encore plus compliqué dans les solutions des équations, mais le principe est assez simple, c'est que le temps, l'espace et la matière sont liés. Jamais aucun philosophe n'avait postulé quelque chose comme ça, et la science démontre que c'est vrai aujourd'hui. Vous savez, la science, quand elle... Il y a un des a priori qu'on a, c'est que la science change toujours d'avis, et ben, c'est pas vrai du tout. Il y a des fois ce qu'on appelle des consensus scientifiques forts, qui font qu'on ne changera plus jamais d'avis sur certaines questions. Et donc la science procède par strates qui permettent de progresser. Par exemple, le fait que la Terre est sphérique, ça a été prouvé par Ératosthène 2 siècles avant Jésus-Christ, avec un calcul parfaitement valable. Il a regardé l'ombre que faisait au solstice d'été l'ombre qu'il y avait à Athènes et celle qu'il y avait à Alexandrie. Il s'est dit, ben, c'est pas la même, c'est donc ça doit être sur une sphère. Il a calculé la circonférence, il ne s'est pas trompé du tout, à très peu de choses. Donc c'est démontré de manière parfaitement valable depuis 2 siècles avant Jésus-Christ. Et pourtant, ça a été en plus vérifié par l'observation, puisqu'on a des satellites maintenant qui nous font des photos. Donc on devrait dire c'est totalement prouvé. Mais pourtant, il paraît qu'il y a 9% des Français et 16% des Américains qui croient encore que la Terre est plate. Donc, c'est pas parce qu'une chose est prouvée que tout le monde est d'accord. Et puis, quand la science le démontre par la théorie et l'observation, on atteint un niveau de certitude qui ne changera jamais. C'est pareil pour le fait que la Terre tourne autour du Soleil, ça a été théorisé par donc d'abord Copernic, ensuite Galilée, il y a eu Kepler et Newton, et on a toutes les formules, on sait comment ça marche. Et en plus, on l'a observé pareil avec les satellites et tout, donc c'est quelque chose sur lequel on ne reviendra jamais. Le fait que la vie soit, quand on est comme ça en première approximation, on a l'impression que la vie c'est quelque chose de très banal parce qu'il y en a partout. En fait, on sait maintenant, on va le voir, que c'est extrêmement complexe, que c'est une improbabilité énorme que la vie puisse exister. Il a fallu un réglage complètement fou de l'univers. Et donc c'est un vrai miracle que la vie existe. Donc ça, on le sait, on ne reviendra jamais dessus parce que les réglages qu'on a trouvés, on en trouvera peut-être d'autres, mais ceux qu'on a trouvés, ils sont là. Ils sont certains. Et le fait que l'univers, que tous les savants du temps d'Einstein, Einstein lui-même, croyaient stable, éternel, infini, il y a 100 ans, tout le monde pensait que l'univers, tous les savants pensaient que l'univers était stable, éternel, infini, plus personne ne croit ça aujourd'hui. Donc il y a une révolution conceptuelle, tout le monde sait que l'univers est en expansion, personne ne doute de ça, tout le monde sait qu'il y a eu un Big Bang, personne ne doute de ça, et donc, et puis on l'observe, on l'a théorisé par les équations d'Einstein, on l'a modélisé avec Gamow et d'autres, et maintenant on l'a observé avec le rayonnement de fond cosmologique. Donc, et puis pas seulement ça, il y a aussi l'affaire des abondances, bon bref, on en parlera tout à l'heure. Tout ça pour dire que la science atteint des certitudes sur lesquelles on ne reviendra jamais, et il y a aussi des théories qui sont non certaines et sur lesquelles on discute, mais il y a aussi, il faut vraiment entrer dans cette logique du consensus scientifique qui est valable. Alors Einstein nous a fait cette révolution. Derrière lui, Friedman, Lemaitre et Hubble vont confirmer la théorie. Donc Friedman, c'est un Russe qui, en 1922, publie le 29 juin 1922 un article retentissant dans la revue de physique allemande en disant « Si je reprends les équations d'Einstein, l'univers est forcément en expansion parce que la solution stable qu'Einstein a mis en rajoutant en 1917 une constante cosmologique, c'est l'équivalent de la stabilité d'un stylo que vous mettez sur la pointe. Un moindre petit écart le fait tomber d'un côté ou de l'autre. Donc les équations sont instables. Donc Friedman dit l'univers est forcément instable parce qu'il répond à ces équations. Einstein lui dit tu as fait une erreur de calcul, finalement l'autre est complètement désarçonné à cause du prestige d'Einstein, mais il avait raison, il arrive par des amis à reparler à Einstein. Einstein dit effectivement il n'y a pas d'erreur de calcul, ça pose des questions nouvelles, mais il ne répond pas. 5 ans après, un abbé, un prêtre belge, qui s'appelle l'abbé Lemaitre, qui était docteur du MIT, qui était un grand physicien, fait la même, sans connaître Friedman, il fait les mêmes analyses des équations et il dit oui, effectivement, l'univers est forcément en expansion. Et il calcule même des constantes qui permettent d'évaluer la vitesse d'éloignement des galaxies. Et il fait ça en 1927. Et en 1929, Hubble, dans le plus grand télescope du monde, le mont Wilson, il observe effectivement que les galaxies, qu'il existe des galaxies, d'abord on ne savait pas avant,
Et il observe que les galaxies s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont loin. Ça se passe comme quand vous êtes sur la surface d'un ballon, vous mettez des points et vous gonflez le ballon. Si vous êtes sur un point, vous voyez tous les autres points qui s'éloignent de vous, d'autant plus vite qu'ils sont loin. Il faut comprendre que ça se passe de la même manière dans un espace à 3 dimensions que sur cette surface à 2 dimensions. C'est l'espace, c'est-à-dire la métrique de l'espace, la géométrie qui grandit. En ce moment, au moment où je vous parle, vous avez des galaxies qui sont à 1 mégaparsec, c'est-à-dire à 3 millions d'années-lumière. Elles s'éloignent à 67 km par seconde. Donc, en ce moment, il y a une expansion de l'espace qui est quelque chose de très curieux que Einstein a théorisé et qui s'est révélé tout à fait exact dans les observations de Hubble. Donc tout ça change complètement la donne et beaucoup travaillent dans la suite de Friedman, notamment l'école de Saint-Pétersbourg qui est absolument brillante avec des tas de gens super brillants qui vont continuer leur recherche en physique et qui arrivent à la conclusion, effectivement, qu'il y a un début, que c'est évident, que l'univers est en expansion, tout ça, ils profitent. Mais ça ne plaît pas du tout au régime soviétique, ni au régime hitlérien d'ailleurs. Ils vont combattre, Hitler combat la physique juive, donc Einstein est obligé de s'expatrier avec d'autres. Et puis les Russes vont exiler, mettre au goulag, fusiller, torturer ou vraiment persécuter tous ces savants, sauf un qui s'appelle Gamov, qui a compris que ça se sentait le aussi. Et Gamov a essayé de s'évader, il sent qu'il va pouvoir pas développer ses recherches en Russie. Donc il essaie de partir en bateau à travers la mer Noire, il se fait attraper. Il essaie une autre fois à travers la mer Baltique, il se fait attraper. Et puis à un moment, par hasard, il y a un bug dans l'administration et il reçoit une invitation pour un congrès Solvay à Bruxelles. Et il a l'autorisation d'y aller avec sa secrétaire, il fait passer sa femme pour sa secrétaire et ils partent tous les deux et ils ne remettront plus jamais les pieds en Russie. Et c'est lui qui va théoriser que ces équations démontrent, si on les suit, il va montrer que dans les 15 premières minutes de l'univers, les 4 atomes légers, les noyaux sont synthétisés, et qu'il ne peut pas y en avoir d'autres, donc il y aura seulement de l'hydrogène à 75%, de l'hélium à 25% et des traces de deutérium, de beryllium et de lithium. Et ça, il le déduit des équations. Et dans les années 60, ça va être observé exactement, on regarde les étoiles les plus lointaines, et on voit exactement cette composition dans leur lumière spectrale. Et puis, vous avez une deuxième conclusion de Gamov, c'est que si l'univers suit les lois d'Einstein, et à un moment, il va atteindre une densité suffisamment faible pour que la lumière puisse se mettre à partir en ligne droite et soit plus perturbée par la densité des noyaux existants. Et donc, il calcule ça, il dit c'est à peu près à 380 000 ans que ça se passe, et à ce moment-là, l'univers va être homogène, il va émettre un rayonnement de corps noir, c'est-à-dire une température. Et on doit pouvoir encore mesurer cette température, elle doit se situer, puisque l'univers est 1000 fois plus grand qu'à cette époque. À l'époque, il devait avoir 3000 degrés, maintenant il doit avoir 3 degrés. Lui, il dit 5 degrés, je crois. Et en fait, dans les années 60, Robert Wilson va mesurer, par hasard, exactement ce rayonnement de fond cosmologique qui existe dans tous les points de l'espace, c'est-à-dire tout l'espace qui s'est dilaté. Il a émis, à cette époque, chaque point, donc ici, nous, on a émis un rayonnement de chaleur qui s'est propagé, et si les personnes sont à 13,8 milliards d'années, ils peuvent observer notre rayonnement aujourd'hui. Et bien nous, on observe, venant de une sphère qui nous entoure à 13,8 milliards d'années, tous les rayonnements qui ont été émis à cette époque, et dans chaque centimètre cube de notre espace, il y a 411 photons qui datent du début de l'univers. On peut toucher du doigt aujourd'hui. Quand vous faites une télévision, vous allumez votre télé, vous avez un rayonnement qui fait bzzz comme ça, il y a à peu près 1% du rayonnement qui vient de ce rayonnement de fond cosmologique, qui vient du début de l'univers. Ça a été théorisé par les équations, et ça a été démontré, observé par la suite. Alors, dès que les observations sont faites à la fois sur le rayonnement de fond cosmologique et sur les abondances, on déduit l'histoire de l'univers avec des phases qui se succèdent les unes après les autres. C'est vraiment une sorte de programme. Tout se déroule magnifiquement. Il y a un moment, c'est que de l'énergie. Après, il y a le champ de Higgs qui est un champ scalaire, c'est-à-dire un champ qui est partout pareil, qui permet que se synthétisent les masses des quarks. Puis après, vous avez l'apparition des noyaux, puis ainsi de suite, toute une série d'événements jusqu'à
l'homme, on a vraiment l'impression que c'est comme une cellule d'un corps humain qui, dans le ventre de la mère, a des phases successives pour que l'embryon naisse. Ben là, c'est pareil, l'univers a des phases successives dans un programme. Donc, on sait exactement tout ce qui s'est passé depuis à peu près une seconde après le Big Bang. La première seconde, il y a des théories. Avant 10 puissance moins 43 secondes, c'est plus compliqué parce que nos outils mathématiques et physiques ne fonctionnent plus. Mais si je résume sur le Big Bang, il y a trois choses. Premièrement, on est sûr qu'il y a eu un Big Bang. Deuxièmement, on ne sait pas décrire ce qu'il y a eu avant 10 puissance moins 43 secondes. Mais troisièmement, on est sûr qu'il y a eu un début au temps, à l'espace et à la matière. Alors, ce n'était pas forcément le Big Bang. Il y a pu avoir d'autres moments de singularité avant le Big Bang, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce dont on est sûr par des théorèmes de cosmologie très robustes, c'est qu'il y a eu un début absolu au temps, à l'espace et à la matière. Même s'il y avait des singularités avant le Big Bang, il n'y en a pas en nombre infini. Donc il y a bien un début absolu à tout ça. Ça, on le sait par la cosmologie, de manière certaine. On le sait aussi par la thermodynamique, et on le sait aussi par la rationalité. Comme je vous disais, un temps infini dans le passé n'est pas possible. Et cette découverte-là, elle est vraiment très forte. On va le voir après.